Bonjour, bienvenue sur Vox Africa, je suis Nancy Kawaya. Aujourd'hui, je m'entretiens avec le docteur Paul Fokam. Nous allons parler du questionnement. Le docteur Paul Fokam est professeur en leadership et stratégie et chercheur en sciences et culture africaine. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Ce plaisir est à moi. Votre livre, qui est paru il y a plus ou moins un mois, s'appelle Le Questionnement. Et il fait partie d'une collection plus large que vous avez décidé d'intituler Éveil. Pourquoi Éveil? Merci beaucoup pour cette question. Je voudrais simplement dire en général que j'ai écrit ce livre pour vulgariser mes enseignements de leadership, pour permettre aux Africains de se rendre compte de l'écart abyssal qui existe entre les enseignements que nous recevons aujourd'hui et les enseignements qu'on doit ou qu'on devrait recevoir. Le fondement du questionnement vient de ce que toute avancée dans ce monde, dans le monde en général, est basée sur votre capacité d'interroger tout ce qui vous entoure. Or, nous avons jusqu'ici basé notre éducation sur l'accumulation de connaissances, en oubliant de toute façon que notre cerveau est limité et qu'il faudrait avoir des millions de cerveaux pour pouvoir accumuler les connaissances dans le monde. Or, le vrai enseignement, la vraie formation, c'est celle du questionnement. Or, il se trouve également que nous sommes les éducateurs, nous éducateurs en Afrique, je peux dire, nous sommes en fait des faux professeurs. Parce que nous enseignons ce que nous ne savons pas, ce que nous ne savons pas faire, et même si nous savons, nous ne savons pas ce qu'il y a. En raison de ce que nous ne nous interrogeons pas sur ce qu'il y a, sur ce qui devrait être, sur ce qu'il n'y a pas. Voilà la raison d'être fondamentale de ce qui est le questionnement. C'est en fait l'invitation à une réinvention de l'éducation en Afrique. D'abord par les parents, qui doivent accepter de répondre à toutes les questions de l'enfant. Ensuite, par l'éducateur, qui doit d'abord accepter de s'interroger sur lui-même, d'interroger son existence, et ensuite par la société, qui doit admettre que le questionnement est une nécessité absolue. Selon vous donc, puisque c'est une invitation à une rééducation, le questionnement devrait être, c'est d'abord votre première thématique, mais est-ce qu'il devrait être la base de tout début, avant qu'on puisse changer quoi que ce soit sur le continent africain, on doit commencer par questionner? C'est la base de tout, de toute invention, c'est la base de tout changement, c'est la base de toute innovation, c'est la base, comme vous êtes une dame, de tout bon maquillage. Est-ce que ça sera suffisamment bien? Merci. Voilà. Merci. Vous avez bien compris. Puisque j'ai eu la chance d'avoir votre livre en main, je peux constater sur le livre, on est dans le questionnement, j'imagine être dans le thème, que la représentation du monde qu'on avait du monde par Mercator n'est pas celle que vous avez choisie pour votre couverture de livre. Pourquoi? Mais justement à cause du questionnement. Comment en êtes-vous arrivé à ça? Non, je suis arrivé à ça parce qu'un jour, je suis arrivé en Chine lors de l'une de mes conférences et je me suis présenté à l'université, China University of Technology. Et du coup, au mur, je vois la carte du monde. Une carte. On me l'a présentée. Et on m'a dit c'est la carte du monde. Je me suis interrogé, c'est comment cette carte du monde? Et je me suis aperçu que ça n'avait rien à voir avec la vôtre. Avec la mienne. Avec celle qu'on m'a imposée. Celle qu'on m'a donnée et
ce qui est important, et ça, c'est le raisonnement du questionnement, ce que personne ne s'est jamais interrogé, y compris moi-même. Enseignant supérieur, je ne me suis jamais interrogé sur cette carte. Or, que ce soit son emplacement, sa dimension, tout est faux. Tout est faux. L'Afrique peut obligatoirement encaisser toute l'Europe, encaisser la Chine, encaisser même les États-Unis. Vous vous rendez compte que quand vous regardez sur la carte, la dimension est totalement fausse. Et ça, c'est l'élément de réveil. Réveillez-vous au moins des géographes qui enseignent, les faux professeurs que nous sommes, qui enseignons en Afrique. Il est important qu'on se réveille. Les faux parents que nous sommes, on doit se réveiller. Ce réveil doit se faire de l'éducation qu'on a reçue, comme vous dites, jusqu'ici, qui est une éducation dite... Récitation. Je vous le dis, c'est une éducation de récitation. De récitation. Oui. Très bien. Alors que l'éducation doit être une éducation de questionnement. Très On bien. doit apprendre à l'enfant à se questionner parce que c'est parce qu'il pose des questions qu'il est capable, non pas de trouver des solutions, d'éveiller l'attention de tous ceux qui l'entourent pour une solution aujourd'hui ou demain. Quand on parle d'éducation ou de questionnement, pour revenir à la Genèse, notre éducation, on la tient de l'Occident. L'Occident se considère comme étant le vieux continent. Pourtant, on sait que la vie est née en Afrique. Comment est-ce que l'Europe ou l'Occident peut être le vieux continent, tout en n'étant pas en réalité, dans les faits, le vieux continent? Votre question a deux volets. Oui. L'éducation que nous recevons vient de l'Europe. La question qui se pose à moi, c'est est-ce que c'est la même éducation que l'Occident enseigne? Ma réponse est oui et non. L'Occident mélange les deux, le questionnement et la récitation. L'Occident, lorsque je parle de l'Europe, les États-Unis, c'est d'abord le questionnement. Donc, ce qu'on apporte chez nous, c'est un leurre. Ce n'est pas l'éducation, c'est l'asservissement mental. Donc, ça, c'est le premier volet de la question. C'est l'asservissement mental. Deuxième volet concerne justement la contradiction entre... Le vieux continent. Le vieux continent. Bon, mais je ne sais pas si vous voulez que je dise autre chose que de dire. Tout le monde sait que l'Afrique est le plus vieux continent. Mais, faites attention. Est-ce que ce n'est pas bien pour un vieux de dire que moi je suis un vieux? Est-ce que ce n'est pas bien pour un jeune de dire que non, vous vous amusez, moi je suis un vieux? Mais je voudrais tout simplement dire, l'Europe a le droit de se targuer la qualité de vieux continent. Mais c'est parce que vous acceptez qu'elle devient vieux continent, que l'Europe devient vieux continent. Sinon, l'Afrique ne refuse elle-même de dire que c'est moi qui suis le vieux continent. L'Afrique refuse elle-même de projeter dans ses propres médias encore qu'elle n'a pas, de dire que je suis le vieux continent. Si vous les abandonnez quelque chose et que je prends, est-ce qu'il y a un problème? Je ne vois pas. En effet, on dit de l'Europe que c'est le vieux continent, mais on dit également de l'Afrique que c'est le continent noir. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de voir le continent? Pour moi, c'est une grosse aberration. Pourquoi aberration? Parce que c'est bizarre. L'Afrique est le continent le plus vert du monde. Si vous montez dans l'avion, vous allez voir toute l'Afrique est toute verte. Dire que c'est un continent noir, ça devient compliqué. L'Afrique, une partie de l'Afrique est le désert du Sahara. Et vous admettez aussi que ce n'est pas noir. La deuxième chose que j'ai, c'est que ça veut dire aussi qu'on vous appelle noir.
Nancy, dites-moi si vous êtes noir. Si vous êtes noir, ça veut dire que j'ai oublié, ou je suis idiot, ou je n'ai pas bien appris ce qui a été donné à l'école. Parce qu'à l'école, on a dit la couleur noire, c'est celle-ci, la couleur bleue. Mais le vrai problème qui se pose, et que l'Africain ne s'interroge pas, et on est dans le questionnement, c'est justement parce que l'Occident a défini le noir comme étant les ténèbres, comme étant tout ce qui est mauvais, comme étant tout ce qui ne vaut rien. On est venu, j'avais suivi également une vidéo de Jules qui démontrait, à juste titre, parce que je suis encore allé faire des recherches, à juste titre que le mot noir était réservé pour les esclaves. L'idée de l'Europe de dire l'Afrique noire veut dire mes esclaves permanents. Et ce qui est curieux, c'est que les Africains acceptent cela. Et quand tu leur poses la question, oh non, c'est pour que tout le monde comprenne ce que je veux dire. Mais tu acceptes d'être esclave, parce que l'autre dit esclave, et tu dis que c'est pour te permettre que tu t'entendes bien. Sauf que les Africains oublient deux choses importantes. La première, c'est que cette définition, on avait dit les Asiatiques, je crois, c'est les jaunes, les autres sont les rouges, et eux, ils sont les blancs, et les autres sont les noirs. L'Asiatique n'a jamais accepté, et ils ne sont pas appelés les jaunes. Les autres n'ont jamais accepté, ils ne sont pas appelés les rouges. Nous, Africains, dépourvus du questionnement, nous avons, et nous répétons, les enseignants, tout le monde répète, et les enfants répètent, je suis le noir. Deuxième élément important. Est-ce que celui qui dit qu'il est blanc est vraiment blanc? Est-ce que vous vous êtes interrogé sur cette question? Je croyais que la couleur blanche était connue. Si cette couleur est connue, s'il vous plaît, il ne faut pas qu'il s'appelle blanc. Il faut qu'il s'appelle rouge dans notre langue. Ou alors rougeâtre. Ou jaune. Donc, non seulement vous ne vous interrogez pas sur vous, vous ne vous interrogez pas sur les autres. C'est là l'urgence du questionnement. J'imagine que les gens qui nous regardent se demandent comment est-ce que concrètement, que ce soit dans l'éducation de leurs enfants ou pour eux-mêmes, comment est-ce qu'ils peuvent aborder cette question du questionnement lorsqu'ils reçoivent une information? Finalement, qu'est-ce qu'on doit se dire? On doit tout remettre en cause? Le questionnement n'a pas de limite. Tout, sans exception, y compris vous-même. Êtes-vous capable de vous poser la question, est-ce que moi j'existe? Vous devriez. Parce que je ne sais pas si vous existez. Je ne sais pas. Est-ce que vous-même vous savez si vous existez? Oui. Comment? Parce que... Êtes-vous capable de me prouver? Que j'existe? Oui. Parce que j'ai une conversation avec vous là maintenant. Et que je peux vous poser des questions auxquelles vous répondez. Ah, ça c'est formidable, c'est pour ça que vous existez. En tout cas, avec vous, oui, là maintenant. Mais moi, je ne sais pas. Est-ce que j'ai le droit de dire je ne sais pas? Bien sûr. Est-ce que j'ai le droit de remettre en cause que vous êtes là devant moi? En effet. Donc, le vrai problème, c'est que le questionnement n'a pas de limite. Tu dois poser des questions sur tout ce que tu crois être évident, parce que ce n'est pas aussi évident que ça. Et si on pose des questions sur tout ce qu'on croit, ou tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, quand est-ce qu'on s'arrête de questionner et que finalement, pour vous citer, vous disiez qu'on aiguise nos questionnements pour renforcer nos convictions. Quand est-ce qu'on passe à la conviction? À quel moment? Dès que vous avez des convictions, vous êtes déjà mort. Si vous arrêtez de vous questionner, c'est que le monde s'arrête. Parce que le questionnement est à la base de l'invention. Je vous ai déjà dit, c'est à la base de l'innovation. C'est à la base de toutes les mutations. C'est parce qu'on a questionné tout cela que c'est à la base de tout ça. Alors dès que vous commencez à prendre les choses comme des convictions, ça devient une religion.
Et la religion dit ceci. Croyez. Et ne cherchez pas à savoir. Et celui qui ne croit pas, il ne trouvera pas le royaume des cieux. C'est ça, non? Le royaume des cieux. Sauf que je ne sais même pas s'il y a le royaume des cieux. Mais la religion dit aussi, celui qui ne doute pas pêche par orgueil. Donc le doute existe aussi dans la religion. Mais il n'autorise pas à douter que le royaume des cieux n'existe Ça, c'est vrai, c'est contradictoire. Ouais. Je ne dis pas que ça n'existe pas, que peut ne pas exister. Pourquoi vous ne vous posez pas toutes les religions qui s'implantent chez nous, nous apportons la vraie religion, la vraie parole de Dieu. Pourquoi vous ne vous interrogez même pas si Dieu existe? Qui l'a déjà vu? Et vous pensez qu'on se questionne, est-ce que les maux dont souffre notre continent, finalement, sont la conséquence du fait qu'on se questionne que très peu? Qu'on ne se questionne même pas. Le problème est que je vous invite même à me poser la question, est-ce que pour vous Dieu existe? Est-ce que pour vous Dieu existe, Dr. Oui. Paul? Comment vous êtes arrivé à cette conviction? Ah bon, ça c'est fondamental. Comment je suis arrivé? J'ai eu la conviction d'un pasteur païen. Il s'appelle Pascal, mathématicien philosophe. Il disait, je ne sais pas si Dieu existe, mais seulement une certitude, je suis là. Première chose. Deuxièmement, donc je suis créé par une personne, par quelque chose. J'ai une montre, ce qui a un horloger. Bon, maintenant, c'est celui qui m'a créé. Je veux qu'on l'appelle Dieu, Satan, Mohamed, tout ce que vous voulez. Ce semence-là, il existe. Vous avez au moins la conviction d'une façon que peut-être, et pas peut-être, vrai, très sûrement, quelqu'un vous a créé. Donc ce quelqu'un existe. Le problème ne se pose pas en termes de nom. Dieu, Satan, Jéhovah, et quoi encore, qu'est-ce que j'en sais tout. Si, pour reprendre ma langue, parce que Dieu dans ma langue, ça veut dire si. Ça veut dire si? Si, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est Dieu. Ok. Oui. C'est dire que ça peut se trouver dans toutes les langues avec des noms différents. Alors, une autre chose. Jésus-Christ est né quand? Tel qu'on nous l'enseigne en l'an 0, pour pouvoir déterminer un moment. Non, c'est quelle date? Mais vous fêtez la naissance de Jésus-Christ. Oui, le 24, la veille, 24, 25. À minuit. Minuit. Mais personne n'a jamais encore trouvé la date de naissance de Jésus-Christ. De tous les historiens. Et la date de 24 décembre 25, c'est une fête païenne qu'on a transformée en fête chrétienne pour que tout le monde s'y adhère. D'après vous, si on avait le questionnement dans notre philosophie, il n'y aurait pas autant de religions, autant d'églises sur le continent? Il n'y aurait même pas autant de religions ni autant d'églises. D'abord, on n'aurait pas abandonné la nôtre. Parce que qui vous permet de dire que la nôtre est mauvaise? Dites-moi, qu'est-ce qui vous permet de dire que nous pouvons nager comme ça toute la soirée. Vous pouvez poser autant de questions, je vous dirai que, voilà. Et lorsque je ne sais pas, je suis obligé de dire je ne sais pas. Et c'est ça. Parce que tant que je ne sais pas, la prochaine est au moins posée. Les philosophes, les mathématiciens, les machins, les anthropologues, etc. vont trouver un jour que tel a posé telle question, il faut apporter une solution. Donc on ne pose pas la question pour avoir une réponse. On pose la question pour éveiller l'humanité et pour permettre de trouver des solutions à des nouveaux problèmes qui vont se poser. D'après ce que j'entends, donc on ne se questionne pas assez, mais est-ce que vous pouvez, avec quelques exemples, peut-être nous dire comment est-ce que cela nous affecte? Comment est-ce que cela affecte le continent, ce manque de questionnement? Ce manque de questionnement est la cause du retard de l'Afrique dans tous les compartiments. Nous sommes les derniers à inscrire le brevet dans le monde. C'est ce manque de questionnement. Ce manque de questionnement est à la base de notre sous-développement. Ce manque de questionnement
est à la base de nos retards dans le développement de l'agriculture, dans nos recherches du sol et du sous-sol. Ce manque de questionnement est à la base de la diffusion des églises qui sont en fait des comptoirs marchands et non pas des églises qui vendent la parole de Dieu et non pas la vie éternelle, comme on dit par exemple. Ce manque de questionnement est fondamentalement rend l'Africain et les Afro-descendants dans une situation de complexe permanent qui l'empêche d'éclore. Ce manque de questionnement, enfin, est la cause de tous nos problèmes éducatifs, donc de problèmes de santé. Parce que, vous savez, chez nous, quand tu es malade, on doit aller en Europe. Ce n'est pas parce qu'on est seulement complexé, c'est parce qu'on manque de questionnement. On ne croit pas qu'en Europe, il y a des médecins plus mauvais que ceux qui sont en Afrique. Parce qu'on ne s'est pas jamais questionné. On ne croit pas qu'en Asie, il y a des médecins, de faux médecins. Bien sûr, je vous ai parlé, nous tous, que nous sommes des faux enseignants. Parce que nous essayons, nous, dans les amphithéâtres et dans les salles classes enseignants, nous enseignons ce que nous ne savons pas, ce que nous ne croyons pas, ce que nous n'avons même pas questionné. Nous avons reçu, nous répétons. Et un jour, ça m'amuse parce que un jour, dans une salle de classe, moi j'étais étudiant, il y avait une équation, et dans l'équation, il y avait A sur A. Normalement, A sur A, on simplifie. Et on a dit qu'on simplifie. Le professeur, on est comme ça à l'université, on a dit on simplifie A sur A. Le professeur a dit, ah non, Schubenter n'avait pas simplifié. Nous sommes mis à rire. Voilà à quel point l'absence de questionnement nous amène. L'absence de questionnement nous prive le bonheur d'éduquer correctement nos enfants. L'enfant de questionnement nous prive le bonheur de projeter les enfants devant les dangers. Parce qu'on croit que devant les dangers, il va tout de suite mourir. Or, on oublie une chose importante, que le jour où vous êtes né, vous êtes déjà condamné à mort. Et comme vous ne savez pas quand est-ce que vous allez mourir, vous croyez que c'est l'enfant dehors qui va mourir. Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas faux non plus. Parce que comme nous ne savons pas, nous ne savons pas. Si je ne sais pas quand est-ce que je dois mourir, il faut que je me batte aujourd'hui. Pour qu'en mourant, j'inscris au moins mon nom dans l'histoire. C'est ce que l'Africain ne sait pas faire. Sauf quand il prend les pirogues pour aller en Europe, ou les ailes des avions. C'est à ce moment qu'il accepte de mourir. Mais il refuse de mourir pour que chez lui, même, il vive. Il vive décemment. Voilà l'absence de questionnement qui nous amène presque à la situation bestiale. Alors la situation, elle est vaste et vous avez mentionné et nommé beaucoup de problèmes. J'imagine que les gens qui nous suivent peuvent peut-être être déprimés et se dire qu'il n'y a pas d'espoir. Est-ce que vous pensez qu'il y a un espoir qu'on commence à se questionner et que ça change, d'une part? Et deuxièmement, puisque le problème est tellement vaste, par où est-ce qu'il y a un point spécifique par lequel on devrait commencer? L'éducation. L'éducation. Parce que c'est l'éducation qui fait tout. Vous savez, quand on arrive, même les chefs d'État, même dans votre famille, partout, quand ils sont là, ils disent je vais faire les réformes, je vais faire les réformes. Ils ne commencent pas par la réforme de l'éducation, ils ne vont nulle part. Et quand je dis réforme de l'éducation en Afrique, il n'y a pas une réforme à faire pour l'éducation, il y a l'invention.
d'une éducation adaptée à l'Afrique. Ce n'est pas la réforme. Parce que je ne vois pas ce qu'on va réformer. Donc, il y a un point, c'est l'éducation. Ce qui veut dire qu'on doit attendre au moins 3 générations pour vivre ce changement. Pourquoi? Si on focalise sur l'éducation, le questionnement, le temps que les enfants grandissent, occupent l'espace dans les sociétés. Vous savez comme moi qu'en Afrique, les chefs sont souvent nos aînés, plus âgés. Si vous avez un enfant de 7 ans, permettez-moi, commencez à le questionner, ou commencez à répondre à toutes ces questions. Cet enfant-là lui-même va vous transformer. Donc, dans l'espace de 10 ans, peut-être on peut s'attendre à un grand changement si on commence. Absolument. 10 ans. En 10 ans, on a tout changé. On te dit simplement de ne plus jamais accepter ceci comme vrai. Ceci est marron. En principe, selon ce que j'ai appris à l'école, c'est marron. Mais je ne sais pas si c'est vraiment marron. Qu'est-ce qui m'empêche de dire ça? Je suis certaine que tout le monde se dit, mais finalement, le questionnement, où est-ce qu'il mène à l'inaction? Parce qu'on ne fait que questionner. Quand est-ce qu'on a la conviction qu'on peut poser un acte, passer à l'action? Alors, il y a un auteur qui a dit, de toute question jaillit une lumière. Et j'ajoute, tu ne te serviras de cette lumière que si tu sais questionner. Est-ce que vous avez compris, docteur, en termes simples, est-ce que vous pourrez nous dire de quoi il s'agit quand vous parlez de lumière, finalement, dans le questionnement? On dit que de toutes les questions jaillit une lumière. Et je dis précisément que la lumière ne sera utile que si tu l'as questionné. Ça veut dire que ton rôle, pour que tout se recherche en toi, ton rôle c'est de dire, est-ce que c'est bien une lumière? Si oui, qu'est-ce que je peux en faire? Sinon, où est-ce que je vais aller trouver une lumière? Voilà ce que vous devez retrouver. Donc questionner, donc, et même les réponses qu'on obtient. Ce qui veut dire en clair, dans toute question, il y a toujours quelque chose qu'on peut tirer. Maintenant, si tu manques la possibilité du questionnement, tu ne vas rien tirer. En réalité, est-ce que la fin d'un questionnement, c'est l'action? Bien sûr que oui. Donc on sait qu'on est arrivé au bout de notre questionnement lorsqu'on peut prendre action. Lorsqu'on agit et qu'on interroge l'action. Ok. Et qu'on agit encore et on interroge l'action. Donc en fait, le bout, je ne sais pas. Le bout, c'est la mort, comme vous avez dit. Donc exact. La fin des questions, c'est quand il n'y a plus de vie. Parce que toute action, tout aboutissement de votre action doit être interrogé. Tout. Est-ce que c'est bien? Je suis content, je suis satisfait, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que je ne pouvais pas ne pas être plus satisfait? Merci, docteur Fokam, d'avoir accepté cet entretien. Vous qui nous avez suivis, j'espère que vous avez compris que le questionnement s'arrête avec la mort. L'Afrique n'est pas noire. La carte du monde telle que vous la connaissez n'est pas la vraie représentation du monde, et bien encore d'autres vérités, d'autres réponses qui viennent du questionnement incessant que le docteur Fokam vous invite à adopter comme mode de vie. Si, comme pour moi, cet épisode vous paraît trop court, n'hésitez pas à vous procurer le livre « Le questionnement » qui fait partie de la collection « Éveil » du docteur Paul Fokam. Merci à vous, à très vite.